nous avions eu cette réflexion avec donc l'association des cinémas et circuits itinérants RSC. Alors, du Languedoc-Roussillon toujours ou d'Occitanie, ou ça a vocation régionale? Toujours Languedoc-Roussillon, ok. Pour un peu relever cette problématique de la vie d'un film, allant de la production jusqu'à l'exploitation, en passant justement par la distribution et les festivals. C'est une rencontre qui est organisée en collaboration avec Box Office Pro, et je vais te laisser la parole, Aïcha Goul, pour mener cette table ronde. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous tous de votre présence. Et quelle jolie compagnie. Aujourd'hui, en plein cœur du Cinémed, en présence des autres festivals et des salles de cinéma, car là, ceux-là se sont tant aimés et ils ont encore tant de choses à partager. Et nous allons justement explorer ces liens qui vous unissent. Je vais quand même, on peut pas démarrer comme ça sans recontextualiser un peu ce qui s'est passé. Vous le savez trop bien, mais voilà, ce sera un petit rappel. Mais je commence par présenter nos invités qui se sont disposés vraiment comme ça. Donc, je vais commencer honneur aux dames par Priscilla Schneider, directrice du Ciné Mistral à Frontignan, responsable exploitation au GPCI, au groupement de programmation des cinémas indépendants, et vice-présidente de la CCILR, que je ne vous détaille plus. Et Noémie Dumas, qui a la double casquette de directrice de Ciné-Étoile de Sifour-les-Plages. Salutations au Var, merci de nous avoir rejoints, Noémie. Et distributrice aussi, avec des fonctions au film des Deux Rives. Et on continue dans l'exploitation avec Jean-Sylvain Milsen de l'incontournable sémaphore de Nîmes. Fabrice Caparros, responsable du circuit Cinémode, qui est constitué de salles fixes et itinérantes et de cinéma itinérant dans les Corbières, en Haute-Vallée, dans le Narbonnais, dans le Minervois, et président de la CILR. Vous voyez ce dont je parle. Et côté festival, nous avons Antoine Leclerc, qui est le directeur du festival Itinérance à Alès, qui était déjà à la table ronde d'hier, et qui est aussi délégué général du Carrefour des festivals, qui fédère les 300 les 300 festivals de cinéma. Et je vais d'abord présenter Karim, qui animait la table ronde d'hier et qui interviendra aujourd'hui en tant que directeur d'Occitanie Film, qui est si souvent le trait d'union que toutes les salles de cinéma de la région connaissent et sur lesquelles tous les films tournés en région comptent pour être bien mis en valeur. Et je ne te présente pas Christophe Leparc, délégué général du Cinémed, mais aussi, vous devez certainement tous le savoir, directeur général adjoint, secrétaire général adjoint de la quinzaine, secrétaire général, ah oui, ça remplace adjoint du coup, pardon, de la quinzaine des réalisateurs. Voilà, ça y est, ils sont au complet, ils sont tous là. Et moi-même, je suis Aïcha Goul Algan, donc journaliste à Box Office Pro, qui est le magazine des professionnels de l'exploitation et de la distribution. Et voilà. Et donc, vous êtes prêts à écrire une nouvelle histoire, celle d'un glorieux comeback, comme diraient les scénaristes américains? Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer cette table ronde par déjà une petite note en préambule. Ça y est, mon truc s'est éteint. Désolée, je le remettrai plus tard. Justement, on fait une transition un peu... je voulais juste dire que personne ici, je pense, parmi mes invités, ni moi-même, ne sommes insensibles au péril sanitaire mondial qu'a représenté et que représente encore le Covid. Toutefois, une fois ceci acté,
permettez-moi de vous dire que de ma position d'observatrice privilégiée du secteur, je peux dire que ce que les cinémas viennent de vivre, et comme bien d'autres secteurs, objectivement, est la plus grande crise qu'elle n'ait jamais vécue. Imaginez des lieux d'accueil, de partage, de vivre ensemble qui sont connus pour être les seuls à être ouvertes 365 jours sur 365, même à Noël, même le 1er mai, même le jour de la mort de Johnny Hallyday. Et comme nous l'ont rappelé les plus anciens, les moins jeunes, qui n'ont même pas fermé pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, nos salles ont été fermées durant environ 9 mois et demi, 300 jours au total, entre 2020 et 2021. Ce qui nous amène, si j'arrive à rallumer mon ordinateur, pardon, le code. Effet de suspense. Ce qui nous amène à des chiffres. Donc, 2020, revenons sur 2020, c'était une fréquentation de 65,2 millions d'entrées dans les salles françaises, en baisse de 69,4. Je parle de l'ensemble de la fréquentation. C'est très simple, hein, mais en fait, mais ça fait un support. Donc voilà, en baisse de 69,4% par rapport à 2019, sachant que, encore une fois, le souci, c'est que 2019 a été une année record avec 213 millions d'entrées dans les salles. Mais j'ai beau tourner les chiffres dans tous les sens et me dire, prenons la barre des 200 millions d'entrées que les cinémas français dépassent depuis 2009, à part 2013, mais ça c'est une autre histoire, quand bien même on prendrait la référence de 200 millions d'entrées, et là on serait à moins 67,4%. Et nous voilà en 2021. Le mois d'octobre n'est pas fini, nous n'avons pas encore les chiffres, mais on va se référer au mois de septembre qui, tous les exploitants pourront me le confirmer, le mois de septembre est l'un des mois, si ce n'est le mois le plus faible en termes de fréquentation cinématographique. On se demande pourquoi. Toujours est-il que, voilà où on en est en septembre 2021. On a comptabilisé... non, pardon, excusez-moi, j'ai raté tout un passage. C'est que 2021, je vous rappelle, pour les cinémas, n'a commencé que le 19 mai cette année, avec des jauges qui ont graduellement augmenté de 35 à 65, puis à 100%, toutes les 3 semaines. Et là, c'est parti pour le roller coaster. Petit rappel. Fête du cinéma fin juin, début juillet, avec des niveaux de fréquentation dignes de 2019, 3,5 millions d'entrées. On était on pensait être de retour à une exploitation normale, à l'exception du port du masque dans les salles, évidemment. Et ça s'annonçait comme la première étape d'un été qui allait être glorieux. Et voilà, 21 juillet, mise en place du pass sanitaire, où la fréquentation retombe de 50%, voire même de 70% le premier mercredi de sa mise en place. Et voilà où on en est au mois de septembre. Je vous disais, 9 millions d'entrées. 9 millions d'entrées, c'est 80% de plus que septembre 2020. Mais c'est bon, voilà, 2020 n'est pas forcément une année de référence, comme je vous le disais. Et nous sommes à moins 20%, moins 19,9% pour être plus précis, en 2019. Et pareil, si on prend les exercices précédents, septembre 2018, septembre 2017, on était aux alentours de 11 millions. Il y a toujours à peu près 20% de spectateurs qui manquent à l'appel. Et voilà, moi, c'est bon pour mes petits graphiques. Et on va commencer par vous demander, au niveau des salles, ce que vous observez. Où est-ce que vous en êtes, vous, chacun de vos fréquentations? Quels sont les spectateurs qui sont revenus? Quels sont ceux qui ne sont pas revenus? Est-ce qu'on commence par la grande ville? Capitale départementale. Ouais. Bonjour, je suis la grande ville. Alors, si vous avez cité tout un panel de chiffres. Les chiffres, comme toujours, il faut faire attention parce que, notamment, quand vous comparez
la baisse de fréquentation du mercredi 21 juillet, vous la comparez avec le mercredi d'avant qui était le 14 juillet, qui était un jour férié, avec la sortie de Kaamelott, et il faisait mauvais. Donc dans l'exploitation, ça change tout. Et puis, vous parlez de 70% de baisse de fréquentation sur l'année. C'est valable, donc c'est au niveau national. C'est plus pour les multiplexes et moins pour les salles RSC. Donc dans tous les chiffres, il y a des variantes, bien évidemment. Alors pour dire simplement les choses, parce que je pense que tout le monde est au courant, la fréquentation au mois de mai, c'est reparti de manière pharaonique en séance scolaire, quels que soient les niveaux, maternelle, primaire, collège, lycée. Il y a énormément le corps enseignant, enfin en tous les cas, moi je parle pour Nîmes, c'est réellement mobilisé parce que ça permettait aux enfants de sortir, notamment les enfants de la ZUP, qui en profitaient pour aller le matin au cinéma, l'après-midi au théâtre ou vice-versa. Nos papiers et nos mamies, l'après-midi, ils avaient commencé à se faire vacciner, donc ils étaient là. Et le soir, les jeunes, ils allaient au bistrot, comme nous, quoi. Quand on sort du boulot, on va boire un coup. Et donc, on ne s'attendait pas à une fréquentation formidable des soirées. Ce qui a été plus compliqué, c'est la mise en place du pass sanitaire, le 21 mai. Les salles RSC l'ont contourné en limitant les jauges à 50 personnes. Parce qu'on se dit, le jeudi après-midi, 13 juillet, si on fait 50 personnes par salle, on serait content. Donc on n'en avait pas besoin. Le coup de grâce, ça a été l'obligation du contrôle sanitaire le 9 août, si je me rappelle bien, en même temps que les restaurateurs. Je rappelle quand même que cette crise sanitaire, il n'y a eu aucun cluster dans aucune salle de cinéma, aucune salle de théâtre, aucun lieu de culture. Donc voilà, on en est encore là maintenant. C'est-à-dire que sur les chiffres que vous annoncez là pour le mois de septembre, les 20%, ils sont uniquement sur les soirées. C'est-à-dire que la mécanique, toute la mise en place du fonctionnement d'une salle à réessai a été complètement mise par terre par le Covid. On est en train de tout reconstruire et on n'a pas encore reconstruit la case de la sortie du soir. C'est-à-dire que les gens ont perdu l'habitude d'aller au cinéma le soir. Alors s'ils sont dans les Cévennes en train de regarder leurs tomates pousser et qu'ils ne consomment pas d'essence, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on met tout de suite Netflix derrière. Les gens regardent les plateformes. Vous êtes comme moi au courant du sondage qui est tombé il y a 2 jours, où plus de 35% des gens qui sont interrogés disant pourquoi ils ne vont plus au cinéma, c'est à cause du masque, parce qu'ils en ont marre d'avoir le masque toute la journée au boulot, dans les transports en commun. Je vais vous le montrer, cette étude. Donc la situation, elle est qu'on est en phase de reconstruction de l'exploitation. Et une exploitation de cinéma, comme vous le disiez, c'est tous les jours, mais c'est un établissement de cinéma, ça se construit en permanence en fonction des intervenants, du public, des films, de beaucoup de choses. Et voilà, donc tout ça s'est arrêté. Donc il faut tout reconstruire, donc ça va être hyper long, c'est évident. Priscilla, pour Frontignan, qui est mono-écran pour l'heure, très actif. Pour l'heure, oui, ce qu'on a traversé, c'est un cataclysme, hein, vraiment, et on est aujourd'hui dans les effets d'un traumatisme, en fait. Quand tu dis qu'il faut tout reconstruire, moi j'ai l'impression de retourner il y a 20, parfois 25 ans en arrière, et on n'a jamais autant travaillé, les équipes, pour repartir à la conquête du public. On parle beaucoup de médiation dans les salles de cinéma. Moi, c'est quelque chose que je défends, voilà, comme mes camarades. Voilà, je pense que le lien au spectateur passe par la médiation et par l'incarnation d'un lieu. Aujourd'hui, on ne repart pas à zéro, mais presque. Et bon, il y a les chiffres, effectivement, on s'y retrouve, bien entendu. Mais il y a ce qu'on vit sur le terrain qui est quand même hallucinant, quoi. Voilà, de refuser l'accès à des adolescents, ou alors par ailleurs on nous incite par des dispositifs à développer des projets en direction des ados et des jeunes. Moi, tous les jours, je refuse des jeunes qui n'ont pas le pass. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Des jeunes qui vont venir s'acheter de la confiserie parce que ça fait cinéma, mais qui me disent j'ai pas le pass. Donc
Voilà, on est dans une situation un peu ubuesque où on a perdu aussi tous les spectateurs, notamment les militants. Voilà, les gens anti-pass, etc. Moi, des gens qui fréquentaient ma salle une fois par semaine, qui étaient là à toutes les soirées débats. Et voilà, qui pour l'instant, eh bien, on ne les voit plus. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a effectivement il y a une partie du public senior traumatisé qui a du mal à se retrouver dans une salle de cinéma. Enfin, voilà, donc il faut tout reconstruire petit à petit. Voilà, on n'a jamais autant fait d'animation, autant de soirées. Voilà, pour recréer ce lien et replacer la salle de cinéma, je dirais, oui, au cœur de la cité, dans la tête des gens, quoi. Je peux juste poser une question à Priscilla. Justement, on est une exception dans l'Hérault avec, depuis samedi, l'obligation enlevée de porter le masque dans les lieux de passe sanitaire. Est-ce que tu as senti quelque chose ? Alors puisqu'on voit que c'est le port du masque qui est un problème. Moi, ce que je ressens, c'est que les gens ne savent plus où ils en sont. Il y a tellement eu d'informations qui ont été données. Moi, j'ai encore des gens qui me disent « Non, mais il faut réserver chez vous parce qu'il y a la jauge, encore maintenant. » Il y a des gens qui ne savent plus s'il faut garder le masque, pas garder le masque. Il y a des gens qui disent dans la salle « Monsieur, vous n'avez pas le masque, s'il vous plaît, remettez le masque. » Alors qu'on sait que c'est plus obligatoire. Voilà, nous, on a subi, enfin, je vais dire, un dispositif sanitaire, les salles de cinéma, qui était hallucinant. On devait appliquer la loi, évidemment, mais chaque salle de cinéma avait sa communication et on sent que les spectateurs ne savent plus où ils en sont. Voilà. Et donc, bon, oui, le masque depuis samedi, mais on voit bien, il y a des gens qui ont le masque, pas le masque. Voilà, ça va se reconstruire petit à petit. Noémie, à Sifour-les-Plages, tu as une programmation mixte, peut-être une programmation... Oui, nous, on est un cinéma classé art et essai, avec une programmation mixte, grand public, familiale. 3 salles, 4 salles. 3 écrans, bientôt 4, en 2022. Ça, c'était une de nos... la 4e salle du Ciné-Étoile a continué à se construire. Donc, il y a eu des choses positives. On a vu aussi des cinémas qui ont ouvert leurs portes. Donc, voilà, des perspectives... voilà, des perspectives positives. C'est vrai que tu parlais de médiation, qui est le cœur de notre métier. Et nous, depuis des mois, la médiation qu'on fait avec notre public, c'est de savoir quelles sont les conditions possibles d'accès dans nos salles. Et ça devient clairement épuisant pour nous en termes de communication avec le public. On a envie de reparler de cinéma, de pouvoir, quand on nous appelle, pouvoir nous demander ce qu'il y a à l'affiche. Là, on nous demande alors comment on peut accéder, est-ce que c'est avec le pass sanitaire, est-ce que c'est avec le masque, etc. En sachant que le pass sanitaire pour les ados, c'est très récent, donc c'était encore une étape qui est extrêmement récente pour nous, donc qui nous permet pas encore d'avoir une visibilité sereine sur la suite. Nous, à Sifour, donc dans le Var, le port du masque n'est plus obligatoire depuis une bonne semaine. Mais moi, j'ai été très fébrile sur cette... alors, j'ignorais l'enquête que tu viens de citer, Jean-Sylvain, mais bon, j'en suis ravie. En tout cas, j'étais un petit peu fébrile parce que justement, les gens, on leur dit oui, non. On voit qu'il y a encore des conflits dans les salles que nous, on doit gérer. Néanmoins, ce qu'on observe, nous, c'est vraiment un soulagement. Là, pour le coup, c'est la première consigne sanitaire positive qu'on donne aux gens depuis des mois, et c'est vraiment accueilli, nous, par les spectateurs qui sont dans les salles, hein. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas encore revenus parce que encore trop inquiets, etc., comme vraiment quelque chose qui est « Ah, ça y est, on vit notre séance de cinéma voilà, en toute tranquillité ». Donc, voilà. Pour l'instant, nous, c'est observé comme vraiment un signal positif, et on espère aller dans ce sens-là en termes de restrictions qui vont s'alléger plutôt que l'inverse. Dernière question aux exploitants. Jean-Sylvain me faisait remarquer que les chiffres nationaux sont vraiment de toute façon à prendre avec des pincettes, qu'il y a énormément de disparités. Et on entendait souvent auparavant, dans l'anté-Covid, comme tu disais, Antoine, que surtout la grande exploitation disait que ça a commencé à marcher pour elle quand les occasionnels venaient au cinéma. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans vos salles qui fait que c'est l'absence des habitués qui impacte en fait vos taux de remplissage, vos chiffres ? Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas
qu'une seule mesure qu'on aurait à prendre pour régler le problème. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est des micro-mesures qu'il faut prendre à tous les niveaux de notre clientèle. On parlait tout à l'heure des personnes âgées qui sont angoissées, savoir pourquoi les jeunes ou les moins jeunes, les 40 ans, ils font plus garder leurs enfants pour aller au cinéma alors qu'ils le faisaient avant. Il y a ce genre de choses. Donc s'il n'y avait qu'une seule solution, on l'aurait déjà trouvée, parce que tous ensemble, on n'est pas débiles. Mais le problème, c'est qu'à chacun de nos niveaux, il y a plusieurs solutions. Là, pour la grande exploitation, la solution, c'est qu'il n'y a pas eu de film pendant des années et qui prenaient des films de la moyenne et des salles à essai. Donc, ils avaient 10-12 salles, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Donc c'est vrai qu'ils ont été habitués à voir quasiment un blockbuster, un film d'animation par semaine pendant des années. La source s'est tarie. Donc on voit cette crise sanitaire. Il faut aussi remarquer que c'est une crise du cinéma américain. C'est-à-dire que la locomotive du cinéma américain qui font les chiffres que vous avez cités, 2 millions, 220 millions, ben, s'il n'y a pas de film américain, ça s'arrête tout simplement. Donc essayons de réfléchir d'abord à essayer de remettre quelque chose d'autre à la source. Et c'est pas Disney ou les multiplexes qui vont le faire, c'est nous, c'est les salles à essai, c'est les festivals, c'est les gens qui ont un contact avec le public. Ça se passe comme ça, le cinéma. Sinon, c'est du commerce. C'est que là, on est en train de comparer... je sais pas, Carrefour avec l'épicier bio du coin. Donc, c'est pas les mêmes métiers qu'on fait. Fabrice, sans vous comparer à l'épicier bio du coin, en même temps, vous êtes aussi présent dans des lieux qui ne sont pas des cinémas. Qu'est-ce que vous observez en matière de retour du public dans les espaces de projection ponctuelle ? Alors, moi, j'ai une vision complémentaire de ce qui vient d'être dit. Et une très grande disparité sur le territoire. J'ai des salles sur la côte, comme Gruissant ou Narbonne-Plage, où j'ai une fréquentation plutôt un public assez urbain, saisonnier, etc. J'ai des salles sur des moyennes villes, à Lézignan et à Limoux, des villes de 10 000 habitants, où j'ai une façon de fonctionner. Puis j'ai des salles en zone rurale, avec un circuit itinérant, et une ville aussi sur Quillan, dans la Haute-Vallée, où il y a beaucoup d'antipasses. Donc là, en septembre, il m'est arrivé de faire sur 18 séances semaine à Quillan, 14 séances annulées avec 0 personne. Donc nous, on a fait un énorme travail sur le public captif. On est passé au mois d'octobre 2019, j'avais fait 30 événements sur le mois d'octobre, sur l'ensemble de mes salles, bien sûr. Hein. J'ai 14 salariés, donc il faut reporter un peu ça aux salariés que l'on a. Cette année, on en a fait 55. Donc on multiplie le travail. Moi, j'ai 25 ans de métier. On multiplie le travail, mais c'est très disparate selon les lieux. Quand on va sur la ruralité, on a un public très réfractaire au pass sanitaire, avec peu d'accès à des centres de vaccination, des déserts médicaux. Ça a été très compliqué. Et contrairement à ce qu'on craignait au départ, nous, on a eu plutôt de grandes facilités sur les plages ou sur les villes moyennes, où on a une population un peu plus dynamique, cadre, ou qui viennent des villes où ils sont habitués finalement à ça en partie. Mais on a fait beaucoup de publics captifs, et si on est à moins 20%, nous on est à moins 20% par rapport à 2019, hein, sur la période juin-septembre, c'est parce qu'on a fait énormément de publics captifs, et je suis d'accord avec Jean-Sylvain quand il dit aux chiffres on leur fait dire ce que l'on veut. C'est parce qu'on fait un énorme travail de fond qu'on arrive à amortir ce choc en ce moment. Et les équipes sont usées, j'ai énormément d'heures supplémentaires sur mes équipes, fatigué aussi parce que on est de temps en temps aussi en première ligne, l'a dit Priscilla, quand on voit des personnes qui fréquentaient nos salles qui ne viennent plus les fréquenter. On avait beaucoup de relais, nous, en milieu rural. On travaillait avec beaucoup d'associations, Festival alimentaire par exemple, avec des associations qui relaient les manifestations, Octobre Rose, etc. La Semaine Bleue, on a beaucoup d'associations qui ne viennent plus animer nos séances, donc c'est des salariés qui le font, parce qu'il y a des bénévoles qui n'ont pas de pass sanitaire et qui ne veulent plus venir animer nos salles. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est le temps qu'on passe à contrôler les gens avant les séances.
On met entre 25 et 30 secondes pour contrôler les gens. Donc même s'il y a moins de monde, quand il arrive quand même à ce qu'il y ait 50 ou 60 ou 80 personnes sur un bloc de séance en même temps, ça prend un temps fou. Et donc ça veut dire que les gens, les responsables de salle restent. Moi, je fais le flic, quoi. Je suis dehors, voilà. C'est l'accueil qu'on réserve à nos clients. C'est-à-dire qu'on dit bonjour, passe sanitaire. On leur demande pas ce qu'ils vont voir, tout ça, c'est Mais vous derrière. n'êtes pas les Voilà. seuls. Oui, on n'est pas les seuls, mais la table ronde, elle est autour de la fréquentation des salles de cinéma. Tu voulais dire quelque chose ? Juste en termes de disparité territoriale, moi je vous entends. Et dans le Var, moi j'ai eu vraiment de très grandes difficultés sur la réouverture mai-juin à faire revenir le public scolaire à ce moment-là. C'était impossible de le faire revenir dans les salles à ce moment-là. Et c'est reparti en septembre, mais avec des discussions sur les protocoles assez lourdes, parce que là, tout le monde ouvre le parapluie au niveau de l'éducation nationale. En tout cas, nous, ce travail de fond, voilà, il se fait avec le public, il se fait avec tous les interlocuteurs également, enseignants, éducation nationale. Et en tout cas, ça va se fluidifier, je l'espère, mais pour moi, ça a été extrêmement difficile sur la période de réouverture. Et pour compléter, donc tu parlais du public scolaire et tu parlais des associations. Effectivement, pour nous, les associations sont essentielles puisque c'est le maillage militant, associatif du territoire. Et pour nous, ce sont à la fois des relais, ce sont à la fois des locomotives. Et on travaille avec ces réseaux, avec des gens avec lesquels on bosse depuis des années. Et là, effectivement, aussi, au sein des associations, il y a une désertion des bénévoles. Il faut remettre en marche aussi tout ce militantisme, et on le sent quand on fait appel à certaines associations. Ah bah attends, non, on n'est plus dedans, l'association ne s'est pas réunie, etc. Et donc ça aussi c'est compliqué parce que c'est un véritable soutien pour les cinémas de proximité comme les nôtres, quoi. Alors la table ronde d'hier nous a permis de revenir sur le cas des festivals, les défis et les enjeux que les festivals ont affrontés dans cette période. Et dans les relations plus directes aux salles, et pareil, là on n'a pas encore des chiffres, mais on n'a pas encore parlé de contenu des films, et dans les résultats présentés, c'est vrai qu'il y a, au-delà des films dont on parle, qui ont dépassé les 2 millions, Dune, Bond, qui marchent bien, il y a toute une ribambelle de films d'auteurs, de films à réessai pour lesquels c'est la catastrophe. Alors, en tant que festival ici, vous représentez plus, pour le coup, le cinéma d'auteur que les blockbusters. Et comment vous ressentez la difficulté de ce cinéma-là dans ce contexte de plus de films, de plus d'offres, en même temps moins de... Vous parliez on parlait de la bipolarisation en fait des entrées, enfin du fait que même pour les expositions, apparemment, il y a quelques expositions phares qui attirent beaucoup de monde et plein d'autres expositions qui marchent bien, y compris pour les musées. De fait, c'est actuellement le cas pour les films au cinéma. Et qu'est-ce que vous observez au niveau du festival ? Oui, c'est ça. L'avantage d'un festival, c'est que c'est un événement, c'est qu'on a beaucoup communiqué, que ça dure qu'une certaine période, qu'il y a une concentration d'invités, et donc avec toute cette... médiatisation et cet aspect un peu festif, se retrouver, on a quand même des très belles surprises au niveau du retour en salle pendant le festival des gens sur des films complètement... Enfin, voilà, même si Memory Box, Johanna Adjitoma et Khalil Jorel, c'est pas leur premier film, on ne peut pas dire que ce soit les frères Cohen non plus en termes de notoriété. Et pourtant, on a eu une salle complète hier à Einstein avec cette avant-première. Donc, il y a des... Enfin, c'est notre fonction aussi de rendre événementielle toute cette présentation d'un cinéma d'auteur et de... Alors, par exemple, la compétition, qui sont des films inédits pour la plupart en France, et généralement il y a une proportion de premiers films assez importante, donc on ne connaît rien des films,
Mais le fait que ce soit la compétition des longs métrages fiction attire naturellement notre public traditionnel. C'est vraiment, les salles à Pasteur sont très belles. Et ça, c'est un encouragement aussi, puisque là, on est dans notre mission vraiment de faire découvrir à des gens qui viennent, qui nous font confiance depuis des années, des films. Ils viennent les yeux fermés les voir. Et ensuite, ce seront... Nous, notre souhait, c'est qu'ils seront les relais de cette... de l'émotion ou qu'ils ont pu ressentir à la vision de ces films qu'ils ont découverts au Cinémed. Après, on est vraiment dans une période de test, c'est-à-dire, effectivement, avant le festival, ces chiffres de fréquentation des cinémas, on pouvait les craindre que nous ayons aussi cette problématique. Nous l'avons, peut-être dans une moindre proportion, mais nous l'avons quand même. Il y a une baisse significative, je dirais pas significative, mais au moins de 15%. On est aussi en reconquête de notre public et quand on dit qu'il faut se réinventer, totalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un festival test. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Je prendrai l'exemple justement de ce qu'on fait avec les cinémas de Montpellier, donc Cinéma d'Or-les-Murs. Dimanche matin à Diagonale à 11h30, un premier film d'une réalisatrice espagnole complètement inconnue, Las Niñas, qui n'est pas venue, donc qui n'était même pas là pour présenter son film. 180 entrées à 11h30. Et puis la veille, l'après-midi, le nouveau film de Jonas Carpignano, qui était à Cannes, qui a eu tous ses films distribués en France par Haut-et-Court. Eh bien, il n'y avait qu'une centaine de spectateurs. Il y a des choses assez incompréhensibles. L'avant-première de Johan Manca, donc un réalisateur qui a tourné à 7 avec Judith Chemla, Mes frères et moi, on pouvait s'attendre à 20h à ce que la salle de Diagonale soit pleine. Ben non, c'était pas mal. Hein. Karim, il y avait 130 personnes, mais enfin, c'était pas non plus aussi important que ce qu'on aurait pu en attendre. Donc, toute cette analyse va être intéressante à faire, mais après coup, on teste. Mais je pense quand même que, encore une fois, je le répète, notre mission qui peut être de faire revenir les gens dans les salles et de provoquer ce retour dans les salles, parce que nous sommes un événement, parce qu'on peut rencontrer Avia Herzi, parce que Asia Argento est là, parce que Yvan Attal va présenter son film ce soir. Ce geste de revenir en salle parce que c'est un événement, nous espérons qu'il va servir ensuite à ce que ces personnes qui seront venues se disent « Ah ouais, c'est quand même mieux le cinéma au cinéma » et retournent dans les cinémas. Antoine, à Alès, vous avez expérimenté différentes choses. Avant de venir à l'Est, peut-être un préambule sur le point de départ festival salle de cinéma, c'est du lapalisme, mais c'est bien de le rappeler que ante et Covid, il y a des coopérations fortes par nature pour les festivals de cinéma avec les salles, même si les festivals, on l'évoquait un peu hier, investissent d'autres types de lieux, Palais des Congrès, des scènes nationales, réseau des médiathèques, les cinémas restent le premier lieu d'accueil. Parmi la soixantaine de membres de Carrefour des festivals partout en France, le plus petit dénominateur commun des lieux occupés, c'est au moins une salle de cinéma, parfois plusieurs, et voilà. Et sans oublier les circuits itinérants, puisqu'un tiers des festivals dans nos adhérents travaillent avec des circuits itinérants pour accompagner le film. C'est vraiment très important de le souligner. Donc il y a une habitude de coopération qui dépasse souvent le seul cadre du festival et qui se développe souvent qui se développait déjà par des rendez-vous au long de l'année. Tout un travail notamment dans le champ de l'éducation à l'image dont on peut espérer avec cette rentrée, notamment sur les primaires, il y a des signaux encourageants. On espère que ce sera le cas aussi sur les collégiens et aussi pour lycéens au cinéma qu'on coordonne avec la Créamp dans cette région. On sait qu'il y a aussi tout ce travail au long cours qui préexistait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation de crise qu'on a connue, elle a contribué parfois à nous rapprocher encore plus, ou en tout cas à faire qu'on soit sur un bateau commun, à retravailler ensemble. J'étais très sensible à ce qui était évoqué, à retravailler, reimaginer une hypothèse d'ouverture, reimaginer comment on pourrait réorganiser nos manifestations, passer à 1, 2, 3 reports.
Donc voilà, il y a eu des coopérations. Et si cette réunion avait pu avoir lieu l'année dernière, comme elle était prévue, on avait prévu notamment de souligner des actes de solidarité, de coopération qui avaient vu jour à l'été 2020, qu'on croyait être alors l'été de la reprise déjà, et où notamment nous à Alès, on avait travaillé avec le Ciné Planète, mais beaucoup de festivals, je pense à Ciné Latino par exemple, avaient exposé des œuvres. Oui, numéro complémentaire. Avait pu faire des coopérations. On était venu d'ailleurs au Sémaphore. Alors c'était combatif, c'était hardcore, mais à l'époque on avait le sentiment que c'était au moins pour un redépart. Bon, il s'avère que Cinémed a marqué la fermeture, l'extinction des feux ensuite en 2020, et qu'on est rentré dans ce grand tunnel dont nous sortons et dont nous sortirons de fait ensemble. Et on viendra tout à l'heure, j'espère, sur des perspectives positives. Dans l'intervalle, des manifestations ont repris. Je vais revenir à Alès, mais je voudrais saluer par exemple Cinémed là actuellement, mais avant cet été qu'on portait un peu la flamme, les ciné-rencontres à Prades, Jindou également qui a pu avoir lieu, et vraiment dans tous les retours qu'on a pu avoir de festivals, tous ces retours, même difficiles, restaient largement préférables au trauma de l'année 2020. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce plaisir de retrouver un sens à notre travail, mais avec des conditions. Alors dégradé, le terme est devenu un peu une tarte à la crème. J'en dirai un mot du pass sanitaire, mais oui, et nous à Alès, pour revenir à la question, Itinérance, on s'est réorganisé différemment. On a arrêté le principe très tôt en voyant qu'on ne pourrait pas, après l'annulation à une semaine de notre événement en 2020, avoir lieu au printemps. On a dit on le fera dès qu'on pourra. On a trouvé un accord avec le cinéma pour trouver des nouvelles dates, la scène nationale pour qu'elle nous consacre quelques jours, le Cratère à Alès, sur l'hypothèse de début juin. On a bouclé un programme en relation avec les distributeurs. Est-ce qu'on oublie un peu ce maillon? Mais il faut voir je cherche une analogie, je ne la trouve pas. Ouais, le tambour de machine à laver, peut-être, dans lequel étaient les distributeurs avec leurs films, leurs œuvres, leurs auteurs, à ne pas savoir quand ils allaient sortir, comment. Donc on a fait le pari avec les distributeurs et avec nos lieux de boucler un programme sans grille, sans horaire, avec les résumés des films, en les exposant, avec l'idée de les exposer du mieux qu'on pourrait à partir d'un premier acte début juin, qui était hardcore, rock'n'roll, là aussi, pas de soirée, on oublie vite, mais pas de soirée, des contraintes sanitaires très lourdes, pas de restaurant ouvert, qu'est-ce que j'oublie encore, pas d'apéro, voilà. C'est quand même pas le contexte idéal, mais quand même, on a retrouvé le chemin de notre travail, et c'est très important, je le disais hier, des invités, à notre grande surprise, on a eu une 60aine d'invités qui étaient en état de frustration sincère, qui étaient très heureux de retrouver des jauges qui n'avaient rien à voir avec nos jauges habituelles. On a dû faire 10 000 entrées, pas de scolaire alors qu'on en fait 20 000 d'habitude, et qu'on totalise d'habitude 49 000 entrées. Et on a prolongé ces rendez-vous, on a décidé de décliner en fait nos hommages, nos rétrospectives, nos avant-premières au fur et à mesure de l'année, notamment avec le Ciné Planète, le multiplex de centre-ville d'Alès, et avec là aussi 2 étapes qui recoupent complètement, comme évidemment ce qu'a vécu les témoignages tout à l'heure. C'est une première étape laborieuse, mais quand même encourageante, avec chaque lundi soir une avant-première qui réunissait 80-90 personnes, 100 personnes, ce qui est relativement modeste, et en même temps, par les temps qui couraient, c'était formidable. Et puis le blackout à partir du pass sanitaire, où on est tombé à une 30aine de spectateurs chaque lundi soir. Donc c'était plus compliqué pour plein de raisons sociologiques qui ont été dites déjà, je ne m'étendrai pas, mais qui étaient particulièrement sensibles à Alès, qui est une ville industrielle assez pauvre, avec une partie de public qu'on travaille avec le tissu associatif, qui était lui-même désemparé dans les quartiers politiques de la ville, etc. Et là, on perdait une partie de population qu'on captait d'habitude, et qui, pour certains, grâce à notre travail, venaient peut-être pour la première fois au cinéma. Tout ça, on le perdait. Et puis, du côté d'un socle de public qu'on connaît bien dans nos salles et qu'on connaît bien dans l'Aude aussi, qu'on va qualifier d'engagés, militants, alors hostiles soit sur le fond en mesures sanitaires, soit sur la forme, ce qui peut tout à fait se débattre et s'entendre. Mais en tous les cas, il y a eu un effet difficile. Et au-delà du côté réactif sur le pass, c'est vrai que les enjeux pour nous, les interrogations, et ça rejoint l'étude Vertigo que vous évoquiez, c'est qu'en est-il? Alors certes, le masque revient, le port du masque revient très haut dans les réticences exprimées aussi bien par les habitués que par les occasionnels. Mais il y a d'autres termes qui reviennent et qui, moi, m'inquiètent plus que cet aspect conjoncturel. C'est le terme « moins l'habitude » et qui revient chez les deux pertes d'habitude. Le terme revient dans les 2 cohortes étudiées par l'étude. Et cette perte d'habitude, elle n'est pas seulement
pour ce que serait, parce que là c'est un jugement moral, des mauvaises habitudes et les plateformes, c'est pas que, si c'était que ça serait, mais c'est plus profond. On a vu que dans l'été, je pense qu'il y avait une aspiration à d'autres choses, et c'est vrai que ça renvoie à des questions, je vais pas être plus long, de fond sur des interrogations territoriales. On parlait d'hétérogénéité. C'est vrai que nous, on avait déjà des interrogations sur le fait que des lieux, et je pense que les Corbières en sont, la Lozère, l'Aveyron, on avait un témoignage hier aussi d'un super boulot qui est fait de proximité, où des gens surperformaient et se mobilisaient très fortement pour la culture, pas seulement pour le cinéma, et n'hésitez pas à prendre la voiture pour 30-35 bornes. On ne sait pas si on va le retrouver complètement. C'est une interrogation, hein, mais est-ce que dans ces zones-là, la reprise sera aussi, alors laborieuse, c'est négatif, non, aussi progressive que dans les autres, ou est-ce qu'elle sera plus lente? Voilà, on a beaucoup d'interrogations qui nous attendent et beaucoup de pain sur la planche. Voilà. Et pour conclure sur une note positive, il nous semble quand même que les festivals ont un rôle à jouer, et donc dans l'accueil par les salles de cinéma, dans les coopérations avec les salles de cinéma, et puis parfois d'ailleurs les festivals sont portés par des salles ou des réseaux de salles eux-mêmes. Rendez-vous à Argelès et alentour. Oui, on pense qu'il y a une carte à jouer parce que des éléments de différenciation vont être très importants, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va pouvoir redonner envie, et là ça rejoint ce qu'évoquait Christophe à l'instant. Le pari qu'on fait, c'est que nos lieux animés et vivants, donc là c'est toute la question de l'accueil, la convivialité, la rencontre parfois, tout ce qui changera de la simple projection, même si le grand écran est super important à valoriser, ça va être déterminant. C'est un peu le sentiment qu'on a, mais voilà, ce n'était un espoir. Ça a été beaucoup dit en fait au moment de la première réouverture, l'importance en fait de l'animation et de la rencontre proposée par les salles de cinéma, à un moment où d'ailleurs les salles RSA a priori marchaient mieux que les multiplexes. Alors aujourd'hui, ce qui revient vraiment, ce qu'on entend dans votre discours, c'est la nécessité avant tout de reconstruire le lien avec le spectateur. Et dans ce cadre-là, comment une structure, par exemple, comme Occitanie Film, je vais te passer mon micro, comment une structure comme Occitanie Film peut rentrer dans l'équation entre salle de cinéma et offre d'animation? Alors, de manière modeste, il me semble. De manière modeste, parce que c'est vrai que dans le cadre de l'ensemble de nos activités, en tant qu'agence régionale et travaillant de manière très étroite avec la région Occitanie et la DRAC, le ministère de la Culture, on essaie effectivement de valoriser les films qui se tournent ici, parce qu'il se tourne beaucoup de films. Il s'agit aussi d'essayer de les montrer longtemps, partout et dans différents lieux, partout où les salles le souhaitent, bien sûr. Il y a une notion de désir, d'envie par rapport à ces films. Et puis, effectivement, on essaye, nous, d'apporter des plus-values, d'apporter des informations, faire circuler l'information très en amont. Hein, concrètement, demain à 16h, on va faire un échange avec Jean-Baptiste Durand, qui va tourner son premier long-métrage, Le Chien de la Casse, qui tourne dans un mois. Et pendant le tournage, on essaiera aussi d'inviter des exploitantes et des exploitants à assister au tournage pour potentiellement aussi leur donner envie, les attacher affectivement au projet et potentiellement le montrer dans un an, quand le film sortira, distribué par BAC et produit par Insolence Productions. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en valorisant les films et en portant des plus-values en termes d'animation. Je pense à des rencontres, à des avant-premières accompagnées, à des courts-métrages qui sont projetés avant les longs. C'est d'essayer de faire le lien entre les films et les lieux de diffusion pour apporter cette connaissance au public et ce sentiment de proximité, de constater qu'autour de nous, ici en région, et on a un lien avec quasiment les 216 salles de l'Occitanie, donc d'essayer de faire ce rapprochement entre les lieux de tournage, les personnes qui ont fabriqué les films et les œuvres quand elles sont terminées, accompagnées par celles qui, encore une fois, les ont fabriquées, les productrices et réalisateurs. Les festivals ont toujours été caractérisés en fait par une offre éditoriale très affirmée, des choix de thématiques, de rétrospectives. Or, la période a aussi montré l'importance de la force prescriptrice des salles de cinéma et des programmations qu'elles choisissaient de proposer, contrairement aux algorithmes, entre autres, des plateformes. Comment vous ressentez en fait cette mise en valeur de votre apport, de votre prescription en fait, de votre conseil, de votre offre dans vos salles?
le problème, c'est qu'on ne va pas revenir dessus, mais comme on a été fermé pendant 7 mois, les films étaient sur les étagères, et que depuis la rentrée, c'est la guerre des tranchées. C'est-à-dire qu'il y a eu de telles propositions que même nous, dont c'est le métier, on n'a pas le temps de voir les films. Moi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas le temps de voir tous les films, hein, parce que sinon, c'est 25-30 heures de visionnement par semaine, et il faut quand même faire un peu autre chose. Donc, effectivement, alors, il y a des solutions. Soit on ne passe pas les films, ce qui est pas terrible, soit on décide de limiter la durée d'exploitation des films. Ce qu'on a fait, nous, c'est-à-dire que maintenant, un film qu'on prenait pendant 4 semaines, ou parce qu'on fait des programmes aux 3 semaines, ben on limite à 2 semaines et on impose aux distributeurs indépendants, il y en a dans la salle, en disant c'est 2 semaines et sinon c'est rien, quoi. Parce que on n'a pas d'autre choix que d'être drastique comme ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ça. Et après, pour revenir sur la notion le lien entre les salles de cinéma et les festivals, c'est vrai que pour un exploitant de salle, quand on voit les films qui passent à Cannes, un Cinémètre, tout ça, c'est des points de repère sur lesquels on s'appuie. Mais comme ces films-là n'ont pas été montrés les années précédentes, les films qui sortent manquent de points de repère. Donc c'est le cercle vicieux, il repart. Donc en même temps qu'il y a énormément de propositions, ces films-là ont peu de repères. Si les films labellisés Cannes 2020, alors que le festival n'a pas eu lieu, c'est bien qu'il y a ce lien qui est nécessaire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est là pour l'instant, on croule sous les propositions cinématographiques et on multiplie les one-shots qu'on appelle avec les réseaux associatifs, tout ça, mais c'est aussi épuisant de faire ça parce qu'il faut une quantité de travail pour faire une séance avec 50 ou 60 personnes. Et donc, mais c'est aussi la manière de répondre aux sollicitations des distributeurs en disant il faut bien qu'on passe leur film, quoi. Sinon, si on coupe ce lien-là aussi, tu en parlais tout à l'heure, le lien distributeur, c'est quand même primordial pour nous, salles de cinéma. Parmi les petits distributeurs indépendants, il y en a certainement qui sont encore plus petits et certainement plus indépendants, comme les films de Rive, Noémie. Et vous avez sorti à la rentrée Quand les tomates rencontrent Wagner. Oui, c'est un film qui a été reporté 3 fois, je crois, qui a systématiquement, on a redaté très mal au moment où les salles, un 4 novembre, donc à quelques jours de la deuxième fermeture des salles. Donc on a pu finalement le sortir au mois de début septembre, là, avec des opérations d'avant-première tout au long de l'été, puisque le film avait été quand même... été reconnu par les exploitants, puisque depuis des mois on leur annonçait la sortie, donc le film était quand même repéré, et la saison estivale nous a semblé être aussi un moment intéressant, puisque assez light en proposition, on n'était pas encore sur la surcharge qu'on vit aujourd'hui, donc on a pu faire des séances, mais en effet beaucoup de ce qu'on appelle les one-shots, beaucoup de séances uniques qui ont été des opérations d'avant-première, et là on le retrouve, c'est vrai que le film est sorti le 8 septembre et on retrouve ce système-là, et nous on ne peut pas exiger une programmation en plein programme évidemment, mais ne serait-ce que 2-3 séances, on voit bien que nos séances, nos entrées, elles se focalisent sur des séances qui sont accompagnées par les exploitants, qui sont accompagnées par les associations de militants, et c'est vraiment là-dessus qu'on doit faire le travail, et c'est extrêmement épuisant aussi pour un distributeur indépendant, puisque ce travail, nous on programme avec les salles de cinéma et on doit vraiment faire ce travail d'accompagnement. On parlait de la notion événementielle des festivals. On a vraiment l'impression que maintenant, à chaque film, il faut réussir à faire une proposition événementielle. Alors, à notre échelle, évidemment, mais on l'a vu avec, là je pense au distributeur Jour de Fête qui a sorti Bigger Than Us là, à la rentrée, et qui a fait une opération énorme auprès notamment du public jeune, en offrant aux exploitants et aux jeunes, évidemment, 100 000 places, donc il y a une opération financée par des industries, des commerçants, des industriels, et c'est des commerçants, pardon. Et voilà, groupe Boulanger qui a offert ces places, et donc c'est une opération énorme, et on voit bien, et moi personnellement à Sifour, j'ai sorti le film, j'ai fait des scolaires, mes entrées elles se sont concentrées sur les scolaires et sur cette opération spécifique
donc qui a du sens, hein, puisque qui donne de la visibilité au film, qui a permis de générer des entrées dans les salles, etc., mais qui nous montre vraiment cette nécessité de faire toujours des propositions, toujours plus de l'événementiel, plus en sachant que ça va dans la droite ligne de ce qu'on vivait avant Covid, c'est-à-dire les frais marketing qui sont devenus faramineux. Donc les distributeurs indépendants, plus on est petit et moins on arrive à suivre cette inflation-là sur le marketing. Donc on s'est positionner différemment. Nous, ça fait des années qu'avec les films des deux rives, nos budgets, ils vont pas sur le marketing et ils vont vraiment sur l'accompagnement dans les salles par les réalisateurs. Donc on en parlait que ça reste vraiment quelque chose qui vient nourrir la cinéphilie dans les salles et que les exploitants continuent à faire. Mais c'est un peu toujours courir après l'événementiel et ça demande un travail énorme, exigeant, et en plus là il faut vraiment aller rechercher ce public là qui s'est un petit peu démobilisé, désinvesti. Non, mais je voulais rebondir sur l'exemple de Quand les tomates rencontrent Wagner, ce documentaire qui, sauf erreur, avait été à Cinémed. Et au final, on a concrétisé, ça rejoint vraiment ce que tu exprimais, une avant-première exceptionnelle en août, dans le cadre incroyable avec lequel on collabore chaque année, de la Bambouserie à côté d'Anduze. Et donc dans un cadre assez magique, avec un plein air, une centaine de personnes mobilisées. Donc on a abouti, et c'est passé par le biais de cette projection en plein air exceptionnelle, avant-première avec Cinéco, donc CNC, une vraie avant-première cinéma du film, mais dans un cadre exceptionnel. Et évidemment, c'était formidable, mais c'est pas reproductible à l'infini pour chaque film, pour chaque proposition qui nous intéresse. Mais en tous les cas, je trouve ce cas intéressant parce qu'on voit un film qui était initialement prévu beaucoup plus tôt et qui finit par arriver 18 mois après. Qui est en train de trouver son public malgré tout. On est à moitié des entrées de notre prévisionnel qui est petit, modeste, mais donc le film fait son travail dans les salles, et c'est aussi l'occasion quand même de mentionner que ce film avait obtenu au Cinémed un prix encore trop méconnu, mais nous allons continuer à y travailler. Le prix Film des deux rives du Cinémed, qui est attribué par notre structure de distribution et qui avait été créé par Jacques Choucroune, donc le gérant actuel des films des deux rives, sur le constat de se dire qu'il y avait un certain nombre de films qu'on voit en festival et qu'on ne retrouve jamais dans les salles de cinéma. Et donc là, notre objectif, c'était de proposer un panel d'exploitants de salles, donc de dirigeants de salles. On a monté un jury d'exploitants de salles, leur montrer les films de la sélection de Cinémed, donc des films qui n'ont pas encore de distributeur, et de leur faire choisir un film que les films des deux rives s'engagent ensuite à distribuer dans les salles de cinéma. Donc c'est ce qui s'était passé avec Quand les tomates rencontrent Wagner, qui avait été sélectionné par notre jury d'exploitants et qui sort enfin aujourd'hui dans les salles. Donc on est vraiment sur une prolongation de ce partenariat qu'on a mis en place avec Cinémed, puisque les films des deux rives est une des rares sociétés de distribution qui est basée en région, donc à Montpellier, dont la ligne éditoriale est le cinéma méditerranéen. Donc à un moment donné, on s'est dit que c'était quand même important de marquer les choses, et donc ça permet de faire vraiment ce lien festival, distributeur, exploitant. Le jury d'exploitants, il est fabriqué avec des exploitants de toute la France, pas seulement de la région. Et donc c'est une belle collaboration qu'on va poursuivre et qui existe cette année, même si ça a été compliqué à mettre en place. Un prix Film des deux rives va être attribué cette année à nouveau. Et donc un film va être proposé à la distribution par les films des deux rives. Quand les tomates rencontrent Wagner nous permettent vraiment de voir clairement, par exemple, un exemple de collaboration, de lien constructif entre les salles, entre les festivals et les salles, mais sachant qu'en plus, il y a de moins en moins de repères actuellement, que peuvent proposer de plus, que peuvent proposer les festivals de plus. On est souvent sur des palmarès, sur le film qui a eu un prix, qui remonte du haut. Certains festivals, il suffit d'avoir fait partie de leur sélection, d'avoir été en compétition, même sans prix, pour remonter sur le haut du panier. Et que faire des autres ?
Par exemple, je vais citer 2 exemples. Nous avons une collaboration aussi avec le festival Arabesque, donc qui est un festival de musique à Montpellier. Et au moment du festival, au mois de septembre, nous organisons des avant-premières au Diagonal, en collaboration avec Arabesque, de films qui sont passés, ou des films méditerranéens qui sont passés au Cinémed cette année, ou qui devaient sortir. Donc il y a une labellisation et une labellisation qui veut dire surtout une communication supplémentaire d'un autre secteur, c'est-à-dire nous, le Cinémed, en dehors de la période du Cinémed, sur un événement. Mais très très ponctuellement aussi, je pense à un film qui est sorti il y a très peu de temps, La Traversée de Florence Mihail, nous avons invité Florence Mihail au jury du court-métrage, et à cette occasion, ce soir à Utopia, il y aura une projection de La Traversée en sa présence. Donc encore une fois, éditorialiser cette projection pour redonner un coup de pouce au film. Voilà, en fait, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour collaborer. Ça fait longtemps qu'on collabore avec Nestor Burma, avec le cinéma Nestor Burma, sur une rétrospective. Donc là, c'était en plus très spécifique sur Buñuel et Jean-Claude Carrière. C'est compliqué quand même. Hein. Pas notre collaboration, mais en termes de fréquentation, c'est toujours compliqué. Mais il faut continuer nous à collaborer. C'était notre but aussi à un moment. Que le Cinémed cristallise et focalise toutes les énergies cinématographiques de la ville, quoi. Oui, alors quand on pose la question comment on va se réinventer, quel sera le festival de cinéma de demain ou la salle de cinéma de demain, je pense que la question, on se la pose presque chaque minute dans notre métier aujourd'hui. On se la posait avant la crise, on se la pose différemment après la crise. Et je pense qu'on part tous d'un film pour lequel on a un coup de cœur. Et ce film-là, on va avoir envie de le partager d'une manière différente, d'une manière innovante avec notre public. Et ça, voilà, ça va continuer. Qu'est-ce qu'on va inventer? On ne le sait peut-être pas maintenant, mais en tout cas, il y a un bouillonnement qui est permanent. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait par contre changer, c'est le discours actuel sur la salle de cinéma. Tu parlais de perte d'habitude. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre. Il n'y a plus personne dans les salles de cinéma. La mort de la salle de cinéma qu'on annonce encore il y a 3 jours sur France Inter. Enfin, stop, quoi. Non, ça vit, ça redémarre. Il y a plein de signes positifs. Et moi, quand j'étais encore à Frontignan, je voyais les images sur les réseaux sociaux des salles pleines de Cinémed. Ça fait partie pour nous des signes positifs. D'une reprise. On voit ce qui se passe. Enfin, ok, il y a une perte, voilà, un petit peu de fréquentation, mais il y a du monde dans les salles, ça vit, les talents sont présents. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en marche. Par contre, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre discours. C'est ça. Là, moi, pour t'interrompre une seconde, moi, les bruits que j'entends, c'est le cinéma, c'est moins 40%. Donc ah oui, ça marche plus. Enfin, c'est dingue hein, que ça arrive à ce point-là. Oui, alors que les chiffres que je découvre là ne sont pas du tout les... Oui, il y a une notion qu'on oublie, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y a eu aussi une crise sociale et une crise financière au niveau des gens. C'est-à-dire qu'il y a peut-être simplement une catégorie de gens qui n'ont plus les sous pour aller au cinéma, ou moins. Donc, et ça, il faut le souligner aussi. Donc, même s'il faut bien évidemment positiver pour le discours, il faut aussi avoir un côté réaliste. C'est-à-dire les 40% que tu évoques, je ne sais pas d'où, mais c'est vrai que pour moi, ça se focalise sur le soir. Donc, quand il y a perte d'habitude, c'est facile. L'inverse, c'est de retrouver les habitudes. Donc notre boulot, c'est de redonner l'habitude aux gens à revenir au cinéma. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le moyen de le faire. Voilà. Je t'interromps juste pour rappeler qu'en effet, dans l'étude Vertigo, pour les habitués comme les occasionnels, le prix du ticket du cinéma est cité par environ 27% des deux catégories. Juste aussi sur un élément de contexte, parce qu'on est très focalisé, et c'est normal, sur le cinéma, la culture, mais il ne faut pas perdre de vue aussi que cette rentrée, elle est très atypique d'abord par là.
pour ce qui nous concerne, par une suroffre. Tu évoquais les films, Jean-Sylvain, c'est très difficile, c'est un crève-cœur pour vous, pour nous. J'ai évoqué des festivals qui, par principe, enfin, par obligation plus exactement, se sont différés et contribuent aussi à une offre différentielle. Il y a un automne qui est très dense en festival, puisque des manifestations du premier semestre se sont reportées au second. Donc partout en France, il y a une densité encore plus forte, alors qu'octobre-novembre est déjà un des 2 pics annuels en termes de festival de cinéma, et Christophe le sait bien, l'autre c'est mars-avril. Donc c'est très très dense, et d'ailleurs certaines équipes planchent sur leur édition là, ou comme nous à l'Est terminons notre édition au long cours tout en préparant la suivante au printemps, donc il va y avoir des effets de rapprochement de manifestations, tout ça va être très très compliqué et très dense, mais ça ne concerne pas que le cinéma, ça concerne l'ensemble des propositions culturelles et puis l'ensemble des propositions de la vie tout court. Bien mesuré que cette rentrée, il y a une sursollicité, et c'est normal, plein de choses se sont reportées dans d'autres champs, des salons, des foires, des rendez-vous professionnels, la vie, des choses à régler avec ses gosses. Non mais c'est vrai, et si on part de ce constat de beaucoup de choses à faire avec un public qui n'est pas encore tout à fait à 100% dispo, il y a un effet un peu mécanique et presque rassurant parce qu'on l'espère ponctuel et conjoncturel sur une situation qui s'explique aussi par des phénomènes de sursollicitation des gens en cette saison, en cet automne. En sachant qu'on a l'été précédent, premier été de réouverture des salles, on a vécu totalement l'inverse, une sous-sollicitation. On était tout seuls, nous, salles de cinéma, à être ouverts alors que tout était encore fermé. Et ça, c'était pire que ce qu'on vit en ce moment. Après, sur la force prescriptrice des festivals, nous, dans d'autres salles de Lire Cinéma, notamment à Canet-en-Roussillon, on propose et à Carmaux, on propose des sessions de festivals hors les murs, notamment du festival en partenariat avec le festival Confrontation de Perpignan, pour essayer justement de faire ce partenariat, de profiter de cette force prescriptrice du festival, mais de la faire vivre tout au long de l'année dans les salles et de faire circuler les publics entre les lieux. Et c'est aussi une formule qu'on a mis en place de partenariat avec les festivals. Juste pour ponctuer ce qui a été dit un peu, et je vais rejoindre un peu Priscilla, la mort du cinéma a été annoncée de nombreuses fois, avec la télé au départ, après avec les téléchargements sur Internet, etc., etc. Le cinéma, ça restera du partage, et on ne vit pas les choses, ou les festivals, on ne vit pas les mêmes choses en salle. C'est des métiers passion, donc on ne lâchera rien, et croyez-moi, on est là pour encore un bon moment. Je vous entends bien, le cinéma en salle n'est pas mort. Mais en attendant, il y a un sérieux péril en ce qui concerne la diversité du cinéma. Et que pouvez-vous faire les uns et les autres pour préserver... vous expliquez qu'en effet, l'offre de films est telle que vous ne pouvez pas programmer les films plus de 2 semaines. Ce qui fait que, mathématiquement, il y a des films... qui aurait fait 300 000 entrées, ou voire même plus. Une Palme d'Or qui est bloquée à 300 000 entrées. Certes, elle a l'interdiction au moins de 16 ans, mais certains disent qu'elle aurait atteint 500 000 entrées. Je ne vous cite même pas tous les autres films d'auteurs qui stagnent, mais j'entends bien que vous n'avez pas la place de les passer plus. Est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution là ? Il y a plein de solutions. Le numérique, pour une fois, nous permet de garder les films à l'affiche très longtemps. Il y a plein de films, par exemple Les Indes Galantes, qui est sorti en plein mois de juin avec une pléthore de films autour. On l'a toujours à l'affiche, donc on fait des séances comme ça régulièrement, tous les mois. Drive My Car, il y a plein de salles de cinéma. Je pense au réseau Utopia qui font ça aussi très très bien, qui se focalisent sur des séances le vendredi à 18h ou le samedi matin à 11h. Le numérique permet ce genre de choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi les exemples des salles du voisinage ou de France entière. C'est-à-dire que par exemple, quand on n'a pas été bon sur un film, on a des moyens de faire, moi, ce que j'appelle des séances de rattrapage dans le programme. Le numérique permet ça, et je revendique le droit de me tromper, d'arrêter un film avant, alors qu'il y avait encore des spectateurs. Mais encore une fois, l'outil numérique nous permet de continuer comme ça. Donc ça c'est une manière, par exemple, de prolonger. Alors moi, je peux le faire parce qu'on a 6 salles à Nîmes. J'imagine que pour Priscilla, sur un mono-écran, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc des manières et
c'est le public, en répondant présent, qui nous dit ce que vous faites là sur les séances de rattrapage, c'est bien. Donc du coup, moi, je vais mettre une boîte aux lettres dans le hall du cinéma en disant, avec un petit truc, séance de rattrapage ou quel film on a oublié. Parce qu'il y a des gens qui nous interrogent en disant, oui, j'ai vu, je sais pas, dans Télérama ou je sais pas quoi, que tel film sorti, il n'est pas à l'affiche, est-ce que vous allez le passer ou voilà, ça fait aussi partie du dialogue. Sans ressentir la chronologie média comme un coup près. Mais on s'en fout de la chronologie média. Enfin, on s'en fout. J'ai fait une séance d'Antoinette dans les Cévennes dimanche à 11h du matin. Il y avait 80 personnes, alors que le film, il passe sur Canal+. Je suis désolé de le dire, mais la chronologie des médias, c'est effectivement... on en parle sur France Inter, qui annonce la mort du cinéma, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, pas du tout. Vous regardez les chiffres qui sont publiés. Regardez, c'est étonné. Les Dents de la Mer, je ne sais plus dans quelle salle du sud de la France, il y a eu 99 entrées lundi soir sur les Dents de la Mer. Je veux dire, qui va se dire on va encore payer au cinéma pour aller voir les Dents de la Mer? Ben si, ça existe. Donc non, moi je pas du tout d'accord avec ce discours défaitiste, pas du tout. Non, mais moi, je crois qu'il faudrait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais c'est ce qu'on appelle une arlésienne. Voilà, la pression des distributeurs sur le nombre de séances pour des sorties nationales, c'est une catastrophe. Et pour des salles comme la mienne ou la tienne, quand tu parles de séances de rattrapage, on est dans un travail de dentelle de programmation, où effectivement, on va soutenir un film semaine après semaine à 1-2 séances. Mais le problème est cette pression, ce rouleau compresseur des sorties nationales où on va nous imposer entre 9 à 14, voire 17 séances pour un film qui sort et que tu dois placer. Ça n'a pas de sens. Les horaires que tu vas choisir n'ont pas de sens. Et ces horaires-là, tu ne les donnes pas à un autre film. Voilà. Donc ça, on en parle depuis des années et ça ne change pas. Les pressions sont toujours les mêmes. Et résultat, la diversité meurt, quoi. Voilà, on en est là. Juste pour donner une version un peu différente, parce que moi, j'étais, avant la crise, au bout de la chaîne, et beaucoup de distributeurs me donnaient étrangement les films en 5e semaine. On me dit, tu voudrais pas me placer, j'aimerais bien avoir ton film sur ton écran à Gruissan ou à Lézignan, etc. Donc du coup, il y a beaucoup de salles aussi où tous les films à réessai, nous on était vraiment snobés. Et aujourd'hui, c'est plus nous qui appelons, on nous appelle. C'est étrange en fait. Et la solidarité, elle marche aussi dans les deux sens. Et je crois qu'il y a beaucoup de salles de proximité. J'ai les collègues de Cinémaginaire, j'ai les collègues de Cinéco, on en a parlé, etc. Sur des distributeurs, et pas petits, Pyramide, Ouécourt, etc. Voilà, c'est des films que nous, on ne pouvait pas avoir avant 3e, 4e semaine, avant la crise. Ce qui est un petit peu inquiétant pour nous, tout petits distributeurs qui depuis des années savons on travaille les films dans la durée. Et là, je lisais Gaumont qui disait ça. On l'a vu avec Adieu les cons. Maintenant, il faut qu'on travaille les films dans la durée. Donc tous les distributeurs continuent à nous mettre la pression à fond en national. Mais qu'on voit aussi que toute la pression qu'on met sur les deux premières semaines et 4 premières semaines d'exploitation va aussi finir par tourner un peu dans le vide si aujourd'hui c'est plus trop de sens. Mais sans cesse les festivals nous le prouvent que ce n'est pas le côté inédit des films qui va attirer les spectateurs. Il y a de nombreuses rétrospectives. Et est-ce que la force, la salle de cinéma va désormais vraiment exclusivement, enfin pas exclusivement, mais tirer sa force de sa proposition spécifique de grand écran, de partage d'expériences communes, plutôt que l'inédit, en fait. L'inédit et la sortie nationale. C'est complémentaire, mais non, il y a pas de. On peut faire les deux. On a besoin, effectivement, les salles de cinéma, comme le Sémaphore, on a besoin des films qui marchent tout seuls. Moi, je n'ai pas honte de le dire, que le démarrage des Illusions perdues hier, c'est Gaumont qui a fait le boulot. Donc, tant mieux, ils ont des sous, le film marche, on peut se concentrer sur faire marcher, je sais pas moi, les scolaires sur Le Peuple Loup. Donc voilà, on a besoin aussi de locomotives, et c'est aussi ces locomotives-là qui vont donner aux gens au goût de revenir, qui vont voir ça. Et donc ce maillage-là, il va se refaire. Complémentarité avec éventuellement des propositions sur de la VOD, des choses comme ça, c'est le public qui choisira. Moi, si on montre un film de Buñuel, comme il y a la rétrospective ici, et qu'il y a
les gens ne peuvent pas sortir, mais regardent jusqu'au mois de mars un film de Buñuel par mois, eh ben, le cinéma, ils auront fait leur boulot, parce que ce qui est important, c'est que les gens en viennent. Et quand une salle de cinéma repassera un Buñuel parce qu'il y a un invité ou quoi que ce soit, ou le programmateur l'a décidé, eh ben, les gens auront vu 7 ou 8 Buñuel avant. Donc voilà, donc c'est tout à fait complémentaire. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais encore une fois, il faut que la machine redémarre. Là, pour l'instant, on est en période de redémarrage, donc il faut être patient, voilà, c'est tout. Dans la salle, nous avons beaucoup d'exploitants, et des distributeurs apparemment, et beaucoup d'expérience. Et évidemment, de toute façon, c'est un échange, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter, par exemple en partage d'expérience par rapport à tout ce que vous avez entendu, pour nous expliquer pourquoi, éventuellement, vous êtes retourné au cinéma ou pourquoi vous n'y retournez pas? Chez Gull, là, c'est un cas à part. Ce sont des fous de cinéma qu'on a ici. Donc, ouais, puis ils ne payent pas leur place en plus. Donc, Pas complètement, parce que justement, ça rejoint ce travail de médiation culturelle. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents ici. Donc c'est aussi quelque chose que nous, dont on a pris conscience il y a 5-6 ans. Enfin non, on n'en a pas pris conscience, mais qu'on a mis en place il y a 5-6 ans, et qui était dans cette problématique aussi de renouvellement des publics, qu'on connaît bien. Mais aussi que Montpellier est quand même une ville très importante au niveau des étudiants en cinéma, des écoles qui se sont installées. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire leur faire des parcours spécifiques pour les faire revenir au festival, qui découvrent ce que c'est, et qu'ensuite ils se disent ouais, on va rester, on va voir autre chose. Donc c'est pour ça, c'est pas que des fous de cinéma. Non, mais je dis ça. Je prends l'exemple. Tu parlais tout à l'heure de Florence Miaille. Elle était hier soir au Sémaphore. Il y a une séance. On a une collaboration avec l'école des Beaux-Arts qui avait vu le making-of du film avant. Ils avaient préparé des questions. C'était super. Donc c'était avec l'école des Beaux-Arts. Ces liens-là avec la jeunesse, bien évidemment que c'est primordial, mais on le fait tous. Enfin, moi, cette année, tous les établissements scolaires, tout le monde demande des conventions, des choses comme ça, parce que pour avoir plus de liberté, pour que les profs puissent venir avec des petits groupes d'étudiants, voilà, rencontrer les gens. Et ça fait partie de tous ces mécanismes. L'administration de l'éducation nationale fait que maintenant, il faut passer par des conventions spécifiques avec les lycées. Ben, faisons-le, comme ça évite un certain nombre de problèmes. Donc voilà, des choses comme ça, c'est des choses, tu disais tout à l'heure, il y a 4-5 ans, on n'en avait pas besoin, mais maintenant on en a besoin, ben on le fait, et puis voilà, faisons-le, c'est un socle, et inventons encore d'autres choses après. Nous avons une intervention au fond de la salle. Oui, vous vouliez un témoignage de spectatrice. Alors moi, je travaille à la région Occitanie, mais pas dans le domaine du cinéma a priori. Moi, mon domaine, c'est plutôt le livre. Et je suis férue de cinéma, mais c'est vrai que j'y vais de manière irrégulière depuis le Covid. J'avais très envie, après le premier confinement, d'y retourner. C'était l'envie principale que j'avais, plus que d'aller au spectacle. Mais c'est vrai que là, cette année, j'avoue que quand les cinémas ont réouvert, en fait, là où j'étais démunie, ça a été dit, ça a été l'offre extrêmement abondante. C'était, je vais voir quoi. Alors c'était chaque semaine, c'était bon. Alors voilà, il y a à peu près 3 films qui m'intéressent, voire plus. Je sais que j'aurai le temps d'en voir qu'un. Je fais quel choix. Et des fois, c'est très très compliqué. Et puis, le port du masque. Le port du masque, c'était terrible. Voilà, donc moi j'avoue, je l'enlevais en douce au Diago quand le film avait commencé parce que c'était insupportable. Voilà. Merci. Nous avons une autre intervention ici et ensuite là-bas, s'il vous plaît. Bon. Oui, bonjour. Alors moi j'ai toujours été au cinéma, de toute façon je pense que c'est là où ça se passe. Après, moi c'est plus en termes d'idées. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les salles de cinéma peuvent être des lieux de sociabilité. Alors moi actuellement je suis médiateur culturel un peu au chômage, puisqu'en fait aujourd'hui la médiation culturelle, le CNC donne de l'argent pour les 15-25, mais en même temps les 15-25 ils doivent présenter le pass sanitaire. Donc là on est dans des paradoxes qui rendent un peu fou quand même. Donc une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas s'arrêter, je pense, parce que tout ce truc-là, si c'est pas juste, à un moment donné, ça va finir par cracher, de toute façon. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça.
Après, la question que je me pose et que j'ai essayé de développer à Paris, ça marche moyen, mais la dame parle du livre, donc c'est marrant que... je me dis, le transmédia. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer des événements dans vos salles? Par exemple, un truc que j'ai testé à Paris avec Glénat, c'est rencontre ciné-BD. On fait venir Noël Simsolo, qui est directeur de collection, on fait venir un auteur et on travaille sur comment le type il rend hommage au cinéma en travaillant le cadrage dans ses planches. Voilà. Et après, il y a une dédicace. Sergio Leone, il ne viendra jamais, il est mort, on est bien d'accord. Mais par contre, le dessinateur, il rencontre le public, les gens viennent en librairie, ils repartent avec une dédicace. Travailler sur les rapports entre cinéma et littérature. On a Dune qui arrive là, de Villeneuve. Bon, ça serait intéressant de repasser le Dune de Jodorowsky, le Dune de David Lynch, d'inviter le mec qui a fait la BD sur Dune, d'inviter le type qui a fait la Somme sur Dune au cinéma et de faire une table ronde. Et de travailler aussi pour le fait que ces événements-là, ils soient aussi mis en ligne à un moment donné. Donc il y a une trace numérique. Mais si vous voulez, la trace numérique, elle ne vient pas à la place de la rencontre. Elle vient en mémoire de la rencontre. Donc travailler là-dessus, moi je pense qu'il y a des choses, et faire en sorte que vos salles, et je pense que vous êtes des gens qui sont hyper militants, vous êtes là-dessus, deviennent des lieux d'éducation, de rencontres, de transmédia. Et pourquoi pas imaginer ce qu'on avait fait sur la philosophie. Lui, il avait fait une espèce d'université populaire de la philo, mais refaire des choses sur l'histoire du cinéma. Parce que là, je vois qu'il y a des jeunes, mais c'est vrai que la question de voir comment Buñuel, qu'est-ce qui change dans l'histoire du cinéma, donc travailler sur ça et mettre vraiment le cinéma comme vecteur d'éducation populaire, en utilisant aussi éventuellement le rapport à la musique, au théâtre. C'est ce qu'ils font, je pense. C'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, mais dans les salles, j'ai pas vu beaucoup. Enfin, moi, je regarde un petit peu l'offre locale. Enfin, j'arrive dans la région. J'ai pas vu encore de. Je vous garantis qu'il y a énormément de mobilisation et de partenariats avec différents acteurs culturels pour. C'est la base même de la programmation. On prend les acteurs culturels. Moi, je prends ce Nîmes par exemple. Il y a une salle de musique actuelle, Paloma. Alors c'est suffisamment compliqué parce qu'ils ont eux aussi toutes leurs problématiques liées aux dates uniques. C'est un partenaire culturel du Sémaphore. Le théâtre de Nîmes, c'est un partenaire culturel. Il y avait une chorégraphe, Anne Collomb, qui a fait un spectacle à Nîmes. Elle est venue présenter un film sur un Alprine au Sémaphore samedi matin. Donc des choses comme ça, excusez-moi, on ne vous a pas attendu pour les faire. Il y a le bouquin sur la Panthère des Neiges qui va sortir. Il y a toute une tournée d'avant-première avec des livres, des libraires qui vont dans les salles, qui dédicacent, qui vendent. C'est fait. Alors, c'est peut-être pas forcément des noms aussi prestigieux que ceux que vous pouvez avoir à Paris, mais après, quand on est en province, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est quand il y a des gens qui viennent de Paris, il y a un défraiement, il y a un billet de train aller-retour, il y a une nuit d'hôtel, il y a un resto, et que ça, sur une économie de salle, quand on a 80 personnes dans la salle, si tout ce qu'on fait, ça part en hôtel, en restaurant, et qu'il ne reste plus rien, je m'excuse d'être un peu au ras des pâquerettes, mais ça compte aussi. Donc voilà. Alors merci pour ça, parce que bien entendu, on n'est pas là pour dire qu'à Paris c'est mieux qu'en province. Ok. Ah non, mais je le pense pas. Donc je pense que moi, en même temps, je vous découvre, donc je vais aller voir ce que vous faites. J'arrive, donc je vais surtout pas porter de jugement sur ce qui se passe ou pas. C'est-à-dire beaucoup d'initiatives, d'idées qu'on peut avoir vont se heurter sur le fait que, par exemple, les éditeurs aujourd'hui, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le transmédia cinéma-littérature. Arriver à pérenniser des rencontres, à faire une habitude. Je sais que ponctuellement on fait des choses en fonction de l'actualité, mais aussi si on veut que les gens viennent en salle, il faut qu'ils repèrent. À Montpellier, il y a le ciné-club Jean Vigo, je pense que c'est un repère à Montpellier. Créer quelque part un ciné-club autour des rapports cinéma-littérature, ça serait super, mais ça suppose aussi comment on finance tout ça. Un auteur qui se déplace aujourd'hui, moi j'ai essayé de monter des trucs depuis peu, et je me suis heurté au fait que les auteurs de BD, il y a une charge, c'est 270 € la dédicace plus les défraiements. Comment on fait aujourd'hui pour travailler les financements de ces projets-là? Parce qu'il est effectivement hors de question que les gens aujourd'hui travaillent gratuitement, et je pense que tout travail mérite salaire, que ce soit le travail de médiateur, le travail du mec qui vient en dédicace, qui fait une masterclass. Là, je peux vous assurer que pour avoir essayé de monter un projet dans l'Aude avec une ville dont je tairai le nom, c'est un vrai problème. Voilà, donc je vous le partage, et effectivement ça pose des questions de financement et de partenariat. Oui, mais pour pérenniser des choses. Il y a aussi, juste pour finir par rapport à ça, il y a juste aussi des moments où, en tant que salle de cinéma, on a envie que ce soit les spectateurs qui nous fassent vivre et qu'on ne soit pas obligé d'aller faire des dossiers au département, à la région, à l'agglo, à la machin. On a juste envie, parce que ça fonctionne comme ça. L'économie des salles de cinéma, elle était à peu près bonne. Tu citais les chiffres tout à l'heure en 2019. Il faut y retourner. Et moi, j'en ai marre
à chaque fois que je veux faire un truc, d'être obligé de me dire, il faut que j'aille déposer un dossier. Non, on veut juste que les spectateurs financent ce qu'on leur propose. C'est juste ça. Aller chercher du pognon à droite à gauche, alors, on est obligé de le faire, mais c'est un temps considérable et c'est un temps qu'on ne passe plus à créer du lien avec nos spectateurs. Donc, tout le monde le sait autour de cette table, le CNC a déversé de l'argent dans tout le secteur du cinéma et notamment au niveau de l'exploitation. Donc, moi, en tant qu'exploitant, le Sémaphore, il ne s'est jamais aussi bien porté au niveau des studios dans les caisses que maintenant. L'argent a coulé à flot. Il ne faut pas l'oublier. Donc, maintenant, on a les moyens financiers, l'assise, pour pouvoir retourner chercher nos spectateurs. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et arrêtons de dire, voilà. Donc, soyons positifs. Oui, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, quand il y a des films qui sont à ce point ancrés sur le territoire, pardon, Jérôme, tu voulais. Alors, quand il y a des films qui sont à ce point ancrés dans le territoire, qui sont fabriqués ici, produits ici, sont 130, 150 personnes qui ont travaillé sur ce film, Julien Fournet qui l'a écrit, le compositeur est dans le Tarn, Olivier Cussac, voilà, il y a une proximité, la production, la fabrication s'est faite à Toulouse, la post-production s'est faite ici à Montpellier avec Sarah Band et French Kiss. Donc quand il y a un lien à ce point de proximité avec un film qui en plus a ce potentiel à la fois de grand public et aussi en région, nationalement et à l'international, le film sort de mémoire le 16 décembre à Singapour et dans la foulée à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. C'est vrai qu'il y a cette envie aussi de grandir avec, de suivre les productions de TAT, notamment, encore une fois, je peux citer aussi des exemples comme Serre-moi fort, comme Tralala, comme Zai 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 dans les prochaines semaines, ou Selon la police de Frédéric Vidot. Et effectivement, ce film, on se rend compte que pile avec le jeune public, et notamment en direction des scolaires, qu'il y a une plus-value qui est quantifiable sur le nombre de salles qui ont programmé le film en région, quantitativement au nombre de salles en France, et par ricochet sur le nombre d'entrées également. Et donc là, SND a fait un travail assez fin, je trouve, et qui encourage aussi, je trouve, ce type d'initiative. Plus du tiers des entrées s'est faite ici en région. Le film est à 430 000 entrées de mémoire. Et il y a encore des propositions qui vont se faire en fin d'année. Voilà, je salue aussi l'initiative de Dominique au Gros du Roi, qui réussit aussi avec beaucoup d'énergie à faire en sorte que le film soit vu par un jeune public. Voilà, donc effectivement, ce sont aussi des occasions qui nous permettent à la fois d'amplifier, d'accompagner une sortie de film, mais aussi de tester, de créer des matrices, d'expérimenter des manières de communiquer aussi, voilà, qui pourraient se reproduire et devenir pérennes pour d'autres films à venir. Monsieur Quaretti, merci, madame. Responsable de Lire Cinéma, qui travaille avec Noémie, et responsable de plusieurs salles dans la région. Oui. Je voudrais parler, moi, surtout des festivals et du lien organique qu'ils ont et ce qu'ils peuvent apporter dans les petites et moyennes villes. Et je vais donc, on ne parle jamais mieux que de soi-même, donc parler de 3 exemples très rapidement. Dire à quel point, pour moi, ce sont des phares qui peuvent permettre de faire repartir la fréquentation, notamment sur des films d'auteur, sur des animations, etc. Bref, ce qui fait le sel de notre travail d'exploitant, qui est pour la plupart, ici je crois même à 100%, art et essai. La ville de Canet-en-Roussillon, où je suis, je travaille avec François Viette ici, est venu nous voir il y a quelques semaines pour nous dire on va mettre en place un festival mais qui aura une partie cinéma qui s'appelle Snork, avec un festival du film écologique, pour aller vite, enfin avec des animations écologiques, etc. Et le fait simplement que la ville s'investisse et qu'elle investisse et qu'elle apporte tout simplement de l'argent pour acheter des places, on a proposé des films, dont Les Tomates, etc., pour des débats, qui est des scolaires. Ça a donné une dynamique et pas plus tard que samedi dernier, on entendait avec François dans cet établissement des gens qui passaient, qui disaient « Ah, qu'est-ce que c'est dynamique !» Et puis ils découvraient la salle quelquefois pour la première fois, parce que nous, on a ouvert en avril 2019. Au moment où je vous parle, à Canet, on n'a jamais pu faire une année entière, puisqu'on a été successivement fermé comme tous les exploitants ici. Autre exemple, dans un de mes autres cinémas, à Port-le-Cat, justement, c'est la 15e édition qui va débuter la semaine prochaine du festival Voix d'étoiles, qui est le festival international de voix de doublage de films d'animation. Donc ça vient par charter entier de Paris, notamment, des acteurs qui prêtent leur voix à ces films.
Et habituellement, on ouvre toujours le festival par une avant-première, c'est normal, c'est presque une obligation. Pas cette année. Cette année, et je regarde avec affection le représentant ici d'Occitanie Film, on a voulu mettre en avant pour l'ouverture Pile, parce que c'est les 20 ans de TAT, parce que c'est une maison de production locale, même si le film est distribué par SND, donc M6, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau national, et qu'il fallait vraiment qu'on marque le coup. Et Pile va donc être l'un des films qui va être mis en avant dans ce festival qui va nous faire revenir du monde au Club Ciné de Port-le-Cat. Changeant de lieu, alors ça s'appelle aussi Club Ciné, mais c'est la ville, c'est pas nous qui l'avions voulu, à Carmaux. Cette fois-ci, on est dans un tout autre registre. On passe donc du littoral méditerranéen et balnéaire avec Canet et le Cat d'une part, à la ville minière qui est pas belle du tout, qui est complètement désertée depuis une vingtaine d'années et qui, elle, a simplement, à la différence de ses consoeurs du nord et de l'est de la France, la chance de se trouver au soleil. Mais c'est une ville qui est complètement sinistrée depuis 30 ans, qui n'arrive pas à se remettre de la fermeture des mines. Et là, dans cette ville où on a quand même 4 salles et le classement RAIC avec les 3 labels, on va ouvrir demain soir le festival du cinéma social et ouvrier à Carmaux, qui va avoir cette 7e édition et qui est un peu le phare aussi. Et s'il n'y a pas ces festivals, et on est aidé par des spécialistes qui font ça quelquefois bénévolement, on est aidé aussi par toutes les collectivités, et si on n'a pas ces festivals, il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a aussi rien qui se passe d'une manière générale dans la ville. Noémie Dumas, tout à l'heure, parlait de la volonté de l'Institut Jean Vigo. Mais nous n'aurons pas. On est tous en symbiose au même niveau. Ici, on ne représente pas les cinémas. On représente les cinémas de la petite et la moyenne exploitation, les cinémas qui font un travail autour de la RAIC pour être concis. Et on n'a rien à voir, ou très peu à voir, avec ces supermarchés du cinéma, j'ai presque envie de dire ces porte-avions du cinéma américain que sont les multiplexes. Donc on est dans d'autres écosystèmes, pour reprendre la métaphore des hypermarchés tout à l'heure, et des épiceries bio. Voilà. On pourrait dire aussi des espaces culturels Leclerc et des libraires indépendants. Merci. Oui, Monsieur Choucroune. Attends. Non, je réagis parce que le problème, c'est que ça rebondit. Je réagis un petit peu à l'intervention de Jean Sylvain, qui est le responsable de Nîmes, que je connais bien. Et que je connais sa capacité à parler clair et à parler vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons eu beaucoup d'aide par le Centre national du cinéma. Mais il faut quand même, je m'excuse, j'étais prof d'histoire, il faut quand même savoir d'où vient l'aide. L'aide, elle vient de l'argent des spectateurs. C'est-à-dire, le CNC est alimenté en permanence par des taxes, qui sont des taxes exceptionnelles, sur le cinéma. Et c'est comme ça qu'on a eu droit à des taxes en général, en permanence, depuis 1947. Ça existe depuis 1947. Donc, c'est pas une vieillisse. Donc j'allais dire, c'était logique que le Centre national du cinéma intervienne au moment où l'économie du cinéma risquait totalement de s'écrouler. Alors moi, j'interviens, je voulais vous dire ça, parce que donc je suis d'accord avec Jean-Sylvain, c'est vrai qu'il y a une aide importante, mais cette économie du cinéma ne peut vivre qu'avec les spectateurs et avec leur petit apport. Voilà. Je précise d'ailleurs que moi, je paye ma place, j'essaye de payer tout le temps ma place à Diagonale et à Utopia. Même si mes amis me disent on t'offre la place. Voilà. Mais je pense que c'est un acte citoyen. Voilà. Mais ce que je voulais dire par ailleurs, c'était la question des dossiers que Jean-Sylvain renvoyait au monsieur qui était derrière moi, là. C'est qu'il faut aussi avoir une reconnaissance de l'action culturelle dans les lieux où elles sont. Moi, je dis franchement, je le dis là, ça va faire grincer les dents, j'ai eu quand même beaucoup de mal à ce que notre petite structure de distribution
soit bien reconnu dans la région. Alors, nous avons eu plus de facilité, alors je le dis parce que je préfère mettre les points sur les i, nous avons eu plus de facilité avec les dossiers du Centre national du cinéma qu'avec les dossiers de la région. Pourquoi ? Parce qu'à la région, on n'a pas encore identifié la question de la distribution. On parle de producteurs, on parle d'exploitants de salles. Je crois que ça, c'est bien vu, que les salles jouent un rôle déterminant dans le maillage culturel du territoire. Mais distributeurs, j'ai encore entendu hier ou avant-hier un stage organisé par le CNC ici à Montpellier, un responsable de la région faire l'introduction. Je ne me suis pas levé pour dire bon, parce que ça aurait été vraiment incorrect, mais en parlant de distributeurs, en parlant d'exploitants, et j'étais venu, moi, parce que le CNC exigeait notre présence en tant que chef d'entreprise, donc j'étais là, et il n'a pas parlé des distributeurs dans son discours introductif. Jacques, mais, je te rassure, les salles de cinéma, elles n'ont pas touché un sou de la région non plus. Hein, donc voilà. Et si je peux me permettre, à ma connaissance, c'est vrai que le système français est basé sur une répartition à travers la TSA des recettes des salles au niveau de la production, de l'exploitation, de la distribution. Mais dans le cas de la crise, dites-moi si je me trompe, il y a eu quand même un réarmement conséquent du CNC, une somme, toutes les sommes qui ont été abondées ne provenaient pas des recettes, mais je suppose du ministère de la Culture. Sinon ces montants n'auraient pas été possibles, très clairement. Il y a eu un réarmement financier du CNC. Voilà. Mais néanmoins, le rappel vertueux, du modèle vertueux auquel faisait allusion Jacques était bienvenu. Et il y a d'autres sources, évidemment, que la seule TSA sur les billets qui alimente les recettes du CNC. Moi, je m'étais mis le sablier, j'essayais de ne pas dépasser 1h30, mais je ne veux pas empêcher quelqu'un d'intervenir, ni empêcher quelqu'un d'aller manger. Oui, j'aurais dit ça. Eh ben, merci beaucoup à tous de votre présence, de votre participation. Merci encore au Cinémed, à la CIR, et à bientôt.